Donc, je me présente, je suis Mourad Hina, je suis directeur de la Fondation Al-Karama. On est heureux de vous accueillir au sein de la Maison des Associations. Donc, c'est pour nous toujours un plaisir de retrouver cet endroit où il y a plein d'ONG qui activent comme nous pour la promotion de valeurs et de la défense, notamment des droits de l'homme dans le monde. Alors, je remercierai aussi nos deux invités qui nous ont fait le plaisir de partager avec nous ce moment. Donc, Madame Hanadi Zartout, qui est syrienne, qui va plus tard nous parler de la Syrie, et Monsieur Hicham Matri, qui est français et qui nous parlera, lui, de l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont chacun connu un parcours assez significatif qui reflètera des aspects de notre travail dans le monde arabe. Donc, on est aujourd'hui ici pour vous présenter notre rapport annuel qui résume dans les grandes lignes de notre travail qui a été effectué en 2012 dans le monde arabe. Le monde arabe qui est bien sûr en pleine période de transition, après pour certains pays les révolutions qui ont amené des changements politiques, institutionnels importants dans certains pays de la région, d'autres moins, d'autres pas du tout. Et Al-Karama a continué de suivre cette période avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, parce que nous considérons d'abord que les changements ne seront effectifs et n'apporteront des solutions aux problèmes des citoyens que si la question des droits de l'homme demeure au centre des débats, par exemple lors des révisions constitutionnelles qui ont eu lieu dans certains pays, ou dans les nouvelles législations qui ont été votées ou qui sont en train d'être votées. Et pour certains pays, on peut dire qu'il y a matière à satisfaction, tout au moins dans la démarche, bien que nous savons tous que les périodes de transition sont parfois houleuses, pour le moins qu'on puisse dire. Alors, donc, ça sera ma collègue Noémie Crotta qui vous en dira plus que moi à ce sujet. Donc, c'est le détail du travail d'Al-Karama. Je prendrai quand même 1 ou 2 minutes juste pour rappeler au présent ici qui est la Fondation Al-Karama. Donc, elle a été fondée en tant qu'association à Genève en 2004 par des militants des droits de l'homme, notamment venant de pays arabes. Elle a connu une mutation sur le plan de son statut juridique. Elle est devenue fondation en 2007, notamment suivie par la législation suisse par le département fédéral de l'Intérieur. Elle est implantée, donc son siège principal est implanté à Genève. Nous avons environ une douzaine d'employés à plein temps à Genève, des stagiaires, des civilistes, donc des gens qui ne veulent pas faire de service militaire en Suisse ont l'option de faire une partie de leur travail au sein de fondations comme Al-Karama. Et nous avons aussi des bureaux dans certains pays arabes, des bureaux établis formellement au Caire, à Beyrouth et à Sanaa au Yémen. Et nous avons des représentants qui activent de façon plus ou moins autorisée selon les autres pays arabes. Mais toujours est-il qu'on est fortement présent, je pense qu'on peut l'affirmer, dans tous les pays arabes où nous avons des dizaines, voire des centaines de correspondants qui assurent le lien entre les victimes, les avocats dans ces pays-là et notre siège à Genève, qui lui travaille principalement donc avec les mécanismes qui sont en place au niveau de l'ONU, donc basés sur le droit international des droits de l'homme, que ce soit les procédures spéciales, les groupes de travail, ou bien les comités en relation avec donc soit le pacte pour les droits civils et politiques, ou bien la convention contre la torture. Donc nous axons principalement notre travail à ce sujet. Nous collaborons dans la mesure du possible, en tout cas nous essayons de le faire de manière continue avec les États aussi, que ce soit au niveau des activités qui se passent au niveau du Conseil des droits de l'homme par exemple, de la soumission de rapports alternatifs ou de contacts directs avec les missions ici présentes à Genève, même certaines institutions judiciaires dans les pays arabes, des ONG des droits de l'homme sur place, les institutions nationales de défense des droits de l'homme. Tout ceci sont en fait nos partenaires, bien évidemment tout en plus de la société civile elle-même qui est en fait la colonne vertébrale sur laquelle se base notre travail.
Donc, je laisserai sans trop tarder la parole à Noémie Crotta, qui va peut-être donner une description plus détaillée du contenu de ce rapport. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis la représentante d'Al-Karama à l'ONU. En fait, je ne vais pas trop me focaliser sur le travail qui a été entrepris en 2012 parce que les informations sont contenues dans le rapport annuel, mais plutôt vous donner un peu une grille d'analyse sur la situation dans les pays arabes. Mais peut-être juste pour vous dire, vous indiquer, donc nous détaillons clairement le nombre de cas sur lesquels nous avons travaillé en 2012, ainsi que les rapports qu'on a soumis à l'ONU, à d'autres instances. Donc tout ça, c'est bien clairement indiqué dans le rapport et je vous encourage de prendre une copie avec vous. Ils sont au fond de la salle et disponibles en français, en anglais et en arabe. Et aussi sur notre site web, si jamais. Donc, à la base, notre grille d'analyse sépare le monde arabe en 4 différentes zones aujourd'hui. C'est 4 scénarios différents. Donc, les pays qui ont vécu un changement, une révolution, les pays qui ont montré ou fait des promesses de changement, les pays qui n'ont pas vécu de changement, voire même vécu une dégradation de la situation des droits de l'homme, et finalement la Syrie, qui est vraiment pour nous un cas à part, qui vit, vous êtes tous au courant, une affreuse guerre civile. Donc, je vais commencer peut-être par vous parler un petit peu des pays qui ont vécu une révolution. Donc, évidemment, ça prend en compte la Libye, l'Égypte, la Tunisie et le Yémen. Donc, chaque situation dans ces pays est très spécifique. Hein. Il y a une spécificité selon le pays. Il y a quand même des points en commun sur lesquels je vais me pencher rapidement maintenant. Donc évidemment, vu qu'on a vécu une révolution politique, on vit une transition démocratique, il y a des grandes perspectives pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ces pays. Mais il y a aussi le grand risque d'un retour en arrière, et en partie dû aux difficultés de changer les pratiques des forces de sécurité et les forces de l'ordre dans ces pays-là. Les revendications des populations sont grandes et leurs attentes sont très élevées. Et les gouvernements peinent à trouver un compromis entre ces attentes et les limites qui leur sont imposées les réalités économiques et politiques. Donc, nous, ce qui est très important, c'est que ces gouvernements maintiennent un dialogue constant avec la société civile et avec les mécanismes de l'ONU, de droits de l'homme, car c'est ces acteurs-là qui vont pouvoir apporter les outils et des bonnes pratiques qui vont permettre à mettre en place un système démocratique et un état de droit qui va permettre d'assurer une véritable stabilité dans ces pays-là. Donc en 2012, notre stratégie a été d'accompagner ces pays dans leur transition, œuvrant pour une réforme en profondeur des appareils juridiques et sécuritaires, poussant les autorités et la société civile à se pencher sur la question de l'impunité, de régler les violations du passé et, si nécessaire, et dans certains cas ça a été nécessaire, de dénoncer les excès quand il y en a eu. Une grande partie de notre travail s'est focalisé sur la Libye et l'Égypte. Donc en Libye, je vais y venir de notre travail en Libye et en Égypte, mais rapidement un mot sur le Yémen et la Tunisie d'abord. Au Yémen, la situation reste encore en question, vu que la problématique de l'impunité de l'ancien régime n'a pas été réglée. Donc c'est quelque chose qu'on a dénoncé dans notre rapport qu'on a soumis au Comité des droits de l'homme pendant l'examen du Yémen en mars 2012 à New York. Donc cette question reste ouverte en fait. En Tunisie, les revendications sont à la fois des questions de droits de l'homme et sociales et économiques aussi. Et malheureusement, il y a des exemples qui nous montrent que les habitudes du passé sont toujours pas dans le passé. Donc il y a certaines violations qui continuent, des manifestations qui sont réprimées d'une manière violente, par exemple à Siliana en novembre l'année passée. Donc nous encourageons vraiment un éloignement de ce qui se faisait dans le passé et une transition vers des pratiques, disons, plus en conformité avec le droit international et les droits de l'homme. En Libye, comme je vous ai dit, nous avons eu un projet financé par les Suisses qui a été entrepris en partenariat avec une association locale
qui consistait à former et à rendre conscient le gouvernement et surtout les forces de sécurité sur la question de la torture et la prévention de la torture, et cela a compris des visites dans les lieux de détention, par exemple. Donc, ce projet a été bien reçu par les autorités et qui démontre une volonté de changement. La difficulté en Libye, pour nous, est, entre autres, les autorités ont de la peine à maintenir un contrôle sur les groupes armés non étatiques. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est que tous les acteurs armés en Syrie comprennent qu'ils ont tous des obligations de droits de l'homme. En Libye, voilà, merci. Alors, à propos de l'Égypte, notre analyse est plus mitigée, étant donné l'instabilité politique et la continuation des violations qu'il y a eu entre l'époque où le SCAF était au pouvoir et le nouveau gouvernement maintenant. Donc, en termes positifs, il y a quand même eu des élections législatives et présidentielles qui étaient démocratiques, mais de l'autre côté, du côté négatif, la Constitution a été adoptée d'une manière un peu rapide, donc ça a soulevé des préoccupations pour nous. La continuation d'anciennes violations, la torture, la violence policière, par exemple, continue. Et la question de l'impunité reste problématique aussi, car il n'y a pas vraiment eu de procès ou les anciens tortionnaires et les autres violateurs de droits de l'homme n'ont pas été poursuivis, et notamment pour les violations qui ont eu lieu pendant que le SCAF, donc le pouvoir militaire, était en place. Nous avons une autre préoccupation à propos de l'Égypte, c'est que certains cas sont encore poursuivis par la Cour suprême de sûreté d'État, en fait, qui est un tribunal d'exception qui avait été instauré avec la loi d'urgence, la loi d'urgence qui a terminé en fin mai 2012. Donc normalement, ce tribunal aurait dû cesser ses activités, mais il y a certains cas qui restent encore pendant devant cette instance, ce qui est pas très positif. En termes d'actualité, peut-être c'est une question plus d'actualité, mais la question de la liberté d'association reste préoccupante, avec une loi sur les ONG qui nous cause un peu de soucis. Donc, ce qu'on aimerait faire comprendre et sur quoi on travaille actuellement, c'est vraiment de faire passer le message que la société civile est un acteur crucial dans la mise en place d'un état de droit, et que les autorités égyptiennes devraient intégrer cette société civile, même si elle est critique, dans la mise en place d'institutions étatiques démocratiques. Et la question du passé, donc des abus du passé, devrait absolument être une priorité, ainsi que d'essayer de travailler sur les violations qui continuent maintenant. Donc ça, c'est à propos de l'Égypte. C'est vraiment une analyse plutôt mitigée. Donc ça, c'est les pays qui ont vécu une transition. Mais il y a aussi d'autres pays qui ont fait des promesses de changement, d'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et je citerai particulièrement le Liban, le Maroc et la Jordanie. Donc c'est des pays qui nous ont donné un peu d'espoir en 2012, même s'il n'y a pas eu de véritable révolution politique. Et donc, nous, notre travail s'est surtout penché sur le Liban et le Maroc, en fait, dans cette catégorie de pays. Donc, nous avons ressenti une certaine volonté politique, au moins de partie du gouvernement. Mais la question se pose, vu qu'il n'y a pas eu de transition démocratique complète, il y a toujours un risque qu'on revienne en arrière, parce que cette possibilité reste ouverte. Donc, nous encourageons vraiment ces gouvernements à continuer à poursuivre leurs changements démocratiques et législatifs, parce que la stabilité du pays va être complète une fois que l'état de droit est mis en place, véritablement. Alors, par exemple, en termes de travail en 2012, notre bureau au Liban a travaillé sur des changements législatifs, et notamment sur des projets de loi, par exemple, sur la mise en place d'un mécanisme de protection nationale contre la torture, qui est en fait une obligation auquel le Liban s'est engagé en 2010,
en ratifiant le protocole facultatif de la Convention contre la torture. Au Maroc, nous avons aussi remarqué une tendance positive de changement au niveau législatif, surtout avec un travail sur le système judiciaire, en fait, sur les lois qui tournent autour du système judiciaire. Malgré ces éléments positifs, certains cas de violation ont quand même ressorti et continuent de ressortir, principalement de torture et de détention arbitraire, ainsi que la répression des manifestations, et d'une répression d'une manière violente et excessive. Donc, ce que nous avons vraiment trouvé très encourageant, c'est que ces deux pays-là ont montré une volonté de coopérer avec les mécanismes de l'ONU, ce qui est un bon signe. Par exemple, le Maroc a accepté la visite du rapporteur spécial contre la torture en 2012 et a annoncé son intention de ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture, comme le Liban l'avait fait en 2010. Et nous encourageons les autres pays à suivre ces exemples-là. Une troisième catégorie de pays concerne les pays qui n'ont pas vécu de changement, voire même ont vécu une dégradation de la situation des droits de l'homme. Donc là, je donnerai par exemple l'Algérie, les pays du Golfe, l'Irak, le Soudan, ainsi de suite. Donc, une partie de la dégradation des violations des droits de l'homme, de la situation des droits de l'homme dans ces pays, a été, à nos yeux, une réaction des revendications soulevées par les peuples, par leur population, qui avaient été motivées par les révolutions dans les autres pays arabes. Donc c'était un peu une réaction aux peuples qui commencent à demander qu'on respecte leurs droits humains. Donc on a été très très encouragés de voir que ces populations commencent à revendiquer leurs droits et adopter un langage droit-domiste de droits de l'homme et d'intégrer les valeurs des droits humains dans de leurs propres valeurs. Par exemple, on a été surpris en très bien par des cas de manifestations en Arabie Saoudite, en grande partie menées par des femmes qui manifestaient contre la détention de leurs proches. En fait, la détention arbitraire est un grand problème en Arabie Saoudite et c'était encourageant de voir que la population s'en rende compte et veulent essayer de changer ces tendances négatives. Mais malheureusement, en face, les réactions des autorités étaient très souvent excessives. Donc, déjà par une utilisation de la force qui menait à des blessures ou même dans certains cas à des décès, des arrestations en masse, et donc de la détention arbitraire et dans certains cas des mauvais traitements ou même de la torture. Et c'est surtout la situation dans le Golfe qui nous a préoccupés, car les autorités se sont souvent penchées et ont pris comme cible les militants et les défenseurs de droits de l'homme. Donc c'est en reflet de cette situation que le prix Al-Karama 2012 a été attribué à 2 militants du Golfe, l'avocat et défenseur de droits de l'homme Dr Mohamed Al-Roken, qui est actuellement le sujet d'un procès inéquitable aux Émirats Arabes Unis, avec 93 autres personnes en fait, et le réformateur saoudien Saoud Al-Hashimi. Donc, nous sommes en contact assez proche avec de nombreux défenseurs de la région, comme l'a indiqué Dr Dina. Et en fait, ça me permet de parler justement d'une de nos préoccupations en Arabie Saoudite, qui est la détention arbitraire. Donc, je vous ai dit avant que c'était vraiment un gros problème dans ce pays. Nous avons quelqu'un qui va pouvoir nous parler un peu de ses expériences, d'avoir vécu une telle expérience. Mais j'aimerais d'abord, avant de passer à M. Matri, de l'organisation ACPRA et ses 2 cofondateurs, Dr Mohamed Al-Khatani et Abdullah Al-Hamid, qui ont été les 2 condamnés pour avoir fourni des informations aux mécanismes de l'ONU. Ils sont actuellement détenus à la prison d'Al-Malaz, condamnés à 10 et 11 ans de prison respectivement. Donc, en effet, ces personnes-là travaillaient sur cette question de la détention arbitraire qui a été
une de nos priorités en 2012. Et je voulais juste faire le point sur le fait que c'est vraiment une violation qui a lieu à grande échelle et qui mène aussi à d'autres violations. Donc, on entend parler de cas de personnes qui sont soit détenues après la fin de leur peine, soit des personnes qui sont arrêtées et détenues sans savoir la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Et donc, on compte ici des milliers de personnes, hein, des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a lieu sur une grande échelle, et d'où pourquoi nous voulons se focaliser sur cette problématique spécifiquement. Donc, nous communiquons, nous avons déjà soumis des centaines de cas à l'ONU à propos de cette violation-là, des cas individuels, et nous avons reçu uniquement des décisions positives de la part du groupe de travail sur la détention arbitraire. Donc ça veut dire que nous soumettons une allégation comme quoi une détention est arbitraire, et nous demandons au groupe de travail de juger, de trouver si oui ou non cette détention est arbitraire. Et dans tous les cas qui ont été soumis à ce groupe de travail, ils ont trouvé que notre allégation s'était avérée. En fait. Donc, Monsieur Matry, en fait, a été le sujet d'une de ces décisions. Le groupe de travail avait trouvé sa détention arbitraire en septembre 2011. Et je vais lui passer la parole maintenant pour lui laisser nous parler un petit peu de ses expériences et de voir, peut-être nous parler aussi un peu de l'échelle de cette violation en Arabie Saoudite. Donc, Monsieur Matry. Je remercie d'abord le Karama et chaque membre de l'association de Karama. J'ai passé 2 ans et demi en Arabie Saoudite. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi j'étais pour faire un restaurant français. Ils m'ont arrêté à l'aéroport, m'ont dit juste 5 minutes. Après 5 minutes, j'ai resté 2 ans et demi. J'ai un casier judiciaire qui est vierge, jamais été présent, jamais eu de problème ni en France, ni en Tunisie, ni nulle part. Du coup, j'ai passé 197 jours dans un trou. Comment j'ai passé les 197 jours, je ne sais pas comment. Mais à chaque jour, j'ai dit demain, je vais sortir. Demain, jusqu'à ils sont passés. Donc, dans des conditions, c'est très difficile. Animal. Sans contact, sans avec la famille, le monde extérieur, ni télé, ni formation, ni... J'ai pas vécu des mauvaises traitements, ça veut dire de violence, mais sinon c'était psychiquement plus que physiquement. Et c'était très dur, quoi. Et après, quand j'ai trouvé des autres prisonniers, après 6 mois d'isolement, j'ai vu des histoires, c'est pire, quoi. On pense pas, il y a des histoires comme ça, quoi. C'est pour ça que aujourd'hui je suis là, pour parler sur ces gens-là, ce que j'ai vécu. Avant, je ne pensais pas en Arabie Saoudite si ça existe comme ça. Pourtant, c'est des gens qui parlaient sur la religion, sur des bonnes choses, quoi. Mais ce que j'ai vécu, j'ai pas vu du bien, quoi. Ils m'ont demandé, après un an et demi de prison, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de nous? Je lui dis avant ou après? Ou maintenant? Ils m'ont dit avant. Avant, je lui ai dit que des bonnes choses, je regarde à la télé comme tout le monde, je suis pas politique.
Mais je vois des bons. Mais maintenant, non, si vous êtes des gens injustes, quoi. Vous faites que du mal, quoi. Ce que j'ai vécu dans le prison, la plupart des prisonniers, plus que 90%, les gens, ils sont, je vois, ils n'ont pas d'affaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas vu un jugement. Ils sortent après 4 ans, 5 ans, ils disent que rentrez chez vous, quoi, c'est tout. On n'a pas le droit de ni avocat. On est coupé du monde, quoi. Sinon, c'est pas évident. Avant, je pensais chez nous, en Tunisie, c'était grave. Après, je pense que Ben Ali, c'était un ange pour moi. C'est pas par rapport là-bas. Au moins, Ben Ali, il parle pas de religion. Si quelqu'un il fait quelque chose, il paye. Mais là-bas, la plupart, ils ont rien fait. Il y a des gens qui sont même pas des musulmans. Il y a des gens qui ne savent même pas parler en arabe. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je sais pas. Après 5 ans, il le libère, il le lâche en Mali. C'est des gens en Afrique qui viennent pour travailler. Il le donne à peu près l'équivalent de 6 000 euros. Sur quoi ça? Il y a plein de monde qui divorce parce que sa femme, elle peut pas supporter. Il y a des familles, c'est détruit, c'est pas. Et après, il vient leurs acteurs, quoi. Ils ramènent des chirs, ils ramènent des psychologues pour te faire comme quoi il faut oublier. Ils m'ont dit oublier. Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que j'oublie mon père qui l'est décédé? Moi, j'étais pas. Il m'a dit c'était même à l'extérieur, ton père il va mourir. Je sais bien, je suis pas. Ça, le chir, il me parle ça. Il me dit c'était à l'extérieur ton père? Et je lui dis oui, je sais bien. Mais est-ce que si vous avez un enfant au CGT, votre enfant vous acceptez ça? Il m'a dit non, ça c'est le diable, il vous dit ça, mais il faut oublier. Et le jour du jugement, vous aurez votre récompense. Et il me raconte l'histoire de Joseph, ou je sais pas. Je lui dis, mais moi j'ai pas besoin de ce que vous me racontez. Dis-moi pourquoi pourquoi vous ramenez les gens ici? Bref, je peux pas raconter toute l'histoire dans 5 minutes, mais le jour de ma libération, ils m'ont donné mon passeport, ils m'ont mis dans le désert. Ils m'ont dit vous êtes libre. Dans le désert, 40 km de Riyad. Jamais, je connais pas Riyad. Mais je suis pas libre. C'est-à-dire il faut que je reste en contact avec les policiers, quoi. J'ai perdu 37 kilos. Je suis arrivé jusqu'à 57 kilos. Il y a plein de suicides. Il y a plein d'histoires que si quelqu'un. C'est très compliqué, quoi. On pense pas sur la terre, il y a des choses comme ça, quoi. On pense pas. Même le diable, il descend pour prendre des cours là-bas, quoi. C'est pas. On pense pas. Surtout moi, avant, je pensais pas. C'est à l'extérieur, je regarde pas. Je pense même pas qu'il y a des choses comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas les oublier, même après 50 ans. C'est quelque chose qui est marqué, quoi, c'est le reste. Et ces trucs-là, ces choses-là, ça fait mal pour les gens même qui n'ont pas d'affaires. Ils rentrent et après ils peuvent pas. Et s'ils sortent, il y a des gens qui s'expriment, ils font plein de choses. Chacun comment il applique ça à sa manière. Il y a quelqu'un, il a resté 8 ans. Le jour de quand ils l'ont libéré, il a pas d'affaires. La première chose qu'il a fait, il a explosé 4 ou 5 policiers. Il dit, il est même pas, il applique pas, il n'est pas religieux.
Mais ce qui fait juste, c'est tellement la haine on a vécu avec les gardiens, comment ils nous traitent, comment le caméra sur les toilettes tous les jours, il n'y a pas la vie intime, il n'y a pas, on sort avec les chaînes, avec les notes, les yeux bandés, on parle que 5 minutes à nos parents. Moi, mon père, il est décédé, moi j'étais là-bas, je lui m'ont même pas donné l'autorisation pour le parler. J'ai perdu ma femme là-bas. Pourtant, ils savent bien que ma femme, elle était à l'hôpital. Ils m'ont respecté un petit peu parce que j'avais une nationalité française, quoi. Mais sinon, ils m'ont... Après 1 an et demi, il me dit que viens, tu signes sur ces papiers-là et tu sors. C'est quoi dans ces papiers-là? Il me dit que tu demandes des excuses vers l'émir et tu parles pas ce que tu as vécu ici. Je lui dis, moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, pourquoi? Vous me jugez, si je fais quelque chose, je paye, si je n'ai rien fait, vous me laissez, quoi. Et surtout le jour de la libération, normalement il me fait quelque chose, quoi. C'est pour oublier, il me lâche pas dans le désert. Il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens. Il y a des gens, des prisonniers ils ont 24 heures. Leur âge 24 heures. Une fille qui a 24 heures avec sa mère. Sa mère, elle vient d'accoucher, ils l'ont amené avec le sang, avec des trucs comme ça. Avec son oncle, il a 8 ans, même les chaînes, il ne tient pas dans ses pieds. Je ne sais pas c'est quel droit, ça, c'est quelle religion, je ne sais pas. Et il y a plein d'histoires comme ça. Merci. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux ajouter à ce témoignage. Juste de dire que nous allons continuer à travailler sur ces problématiques et d'essayer d'apporter notre soutien et l'aide qu'on peut apporter à... Il y a plein de prisonniers me demandaient, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un, excuse-moi, il y a quelqu'un il a passé 3 ans, ils l'ont libéré, ça fait 9 mois maintenant, il est en Riyad, il a son passeport, mais il n'a pas le droit de quitter. C'est un Jordanien, il n'a rien fait. Mais il n'a pas. C'est quoi? Ils ont dit que il faut vous régler votre problème avec votre kefil. Kefil, ça veut dire le tuteur. Le tuteur, ça veut dire la personne qui travaille pour... Le sponsor. Le sponsor. Il y a plein comme ça. Donc, pour essayer de trouver des solutions, au moins des manières d'adresser cette situation, nous avons organisé en décembre l'année passée un atelier avec d'autres associations de droits de l'homme pour aboutir à une stratégie. Donc, on verra le résultat qui en découlera au courant de l'année et des années à venir. Donc, finalement, ça nous apporte à la 4e catégorie de pays qu'est la Syrie. Évidemment, nous sommes extrêmement préoccupés par la situation là-bas. Et en 2012, notre stratégie a été de se focaliser sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et des professionnels des médias, étant donné que pour nous, l'idée c'était d'essayer de créer, de les protéger pour que eux puissent continuer à faire parler et à faire sortir des informations sur ce qui se passait en Syrie. Nous avons été surpris en bien sur le travail de l'ONU à propos de la Syrie, au moins au niveau des conseils des droits de l'homme et des procédures spéciales. Le Conseil des droits de l'homme, par exemple, a organisé 4 sessions spéciales depuis le début de la crise. Il y a une commission d'enquête qui continue à travailler aujourd'hui, avec laquelle nous continuons à travailler. À propos de la Syrie, nous avons été aussi une de seulement 3 organisations
à participer à l'examen spécial qui a été mené par le Comité contre la torture au mois de mai l'année passée. Et le langage qui a été utilisé par le comité dans ses conclusions a laissé entendre que la situation devrait être référée à la Cour pénale. Donc à voir si ceci est une éventualité qui viendra dans les années à venir. Donc nous craignons évidemment le résultat de ce conflit sur la Syrie et qu'est-ce qui va en sortir. Et nous déplorons surtout la manque d'action concrète par la communauté internationale. Donc je vais pas me pencher plus longtemps sur la Syrie parce que nous avons quelqu'un qui pourra en parler en beaucoup plus de détails et avec beaucoup plus de connaissances approfondies que moi. Madame Hanadi Zahrout est une militante, une défenseure de droits de l'homme syrienne qui a dû fuir la Syrie après avoir été arrêtée et détenue d'une manière arbitraire pendant un moment. Donc, je vais lui laisser témoigner de son expérience et de la situation actuelle en Syrie. السلام عليكم. تفضل احكي باللغة العربية ممكن أعطي تفاصيل أكثر مفيدة هون أكثر. Parle plus fort, ça n'a rien à voir avec ça. Ils t'entendent de son micro. Parle plus fort, juste parle plus fort. Oui. Je préfère parler en arabe parce que je peux donner beaucoup plus de détails. Et voilà. أنا صحفية متطوعة بالعمل مع أكثر من مركز إعلامي وحقوقي بسوريا قبل الثورة وأثناء الثورة السورية. Je suis une journaliste volontaire qui travaillait avec des associations avant et après la révolution. يعني بخلال الثورة السورية كان في أعداد كبيرة جدا من المعتقلين ومن الشهداء. Durant la révolution syrienne, il y avait beaucoup de détenus et de martyrs. وراء هاي الأرقام في قصص كتير لناس كانوا أصدقاء اشتغلوا مشان توثيق الانتهاكات بسوريا واشتغلوا مشان يطلع صور وأفلام قصيرة ومقابلات من سوريا بهاي الظروف الصعبة اللي عم تعيش البلد. Derrière ces chiffres, il y a des activistes qui travaillaient à documenter ces violations et à faire que l'on sache ce qui se passe en Syrie. أثناء تواجدي بسوريا اعتقلت لي 3 مرات بسبب عملي بتغطية الأحداث الجارية هناك. J'ai été arrêté 3 fois pour mes activités à couvrir ce qui se passe en Syrie. حاليا في الكثير من الصحفيين اللي موجودين داخل سوريا عم يتحركوا بصعوبة وبمعظم الأحيان بمساعدة الجيش الحر لنقل صورة حول ما يجري بالبلد. Actuellement, il y a beaucoup de journalistes en Syrie qui se déplacent difficilement avec l'aide de l'armée syrienne libre pour couvrir ce qui se passe en Syrie. في عدد كمان من الصحفيين الآخرين موجودين داخل السجون بسوريا. نقل المعلومات حول ما يجري في سوريا هو تهمة خطيرة جدا ممكن تودي للمحاكمة الميدانية والإعدام.
Il y a aussi des journalistes qui se trouvent en prison parce que rapporter ce qui se passe en Syrie est un crime grave qui peut mener devant les tribunaux militaires et peut-être même à la peine de mort. آه، يعني قبل مجيئي لجنيف بأيام عرفت بوجود زميل صحفي مازن درويش والزميل الصحفي حسين غرير ونبيل شربجي بسجن عدرا، وهو كان خبر مفرح وجودهم أحياء بسجن عدرا بعد أكثر من سنة على الاعتقال والاختفاء القسري. Avant mon arrivée à Genève, j'ai reçu des informations comme quoi il y a des collègues, des journalistes dont Mazin Darwish et Hussein Gharir et Nabil Sharbaji, qui ont été transférés à la prison de Adra. À la prison de Adra, et c'est une bonne nouvelle que de savoir que ces gens-là qui ont disparu il y a plus d'un an vivants. بي يعني ما بعرف شو بدي أخبركم بالنسبة للأوضاع داخل سوريا. هنالك مليون منزل سوري دمر بالكامل، سوى بالأرض. أعداد اللاجئين بتضاعف على الحدود. أعداد القتلى لحد هلأ الموثقة أكثر من 70,000. يعني حتى الناس اللي عايشين داخل البلد عايشين تحت رحمة القذائف الطائشة وصواريخ السكود، ومن جهة أخرى تحت رحمة صعوبة الحياة اليومية. يعني مسألة مدمرة تماما. Qu'est-ce que je peux vous apprendre sur la Syrie? Il y a 1 million de... Non, 1 million de maisons qui ont été détruites. Il y a des milliers de réfugiés sur les frontières. Il y a les gens qui vivent sous les bombes et les scouts de l'armée syrienne. يعني بصراحة صار الموضوع الاعتقال صار رفاهية. يعني ما بنقدر نقول عن واحد معتقل إنه هو بحالة سيئة، لأنه في العديد من الناس هم أصدقاء عم يخطفوا وما عم نعرف بعدين غير نسمع إنه هن توفوا تحت التعذيب أو هن تم اقتيادهم لمحكمة ميدانية. يعني الخطر بسوريا حاليا يهدد أهم حق بحقوق الإنسان اللي هو حق الحياة. الإنسان داخل سوريا لا يضمن حياته ولا لمدة دقيقة واحدة. La détention en Syrie est devenue un luxe parce que il y a des gens qui meurent sous la torture. L'une des plus graves violations qui existe actuellement en Syrie, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie. Le pouvoir. Il y a aussi les disparitions. J'ai oublié de dire ça. Il y a les disparitions forcées. On entend parler de personnes qui disparaissent et des jours après, on entend qu'ils sont morts. Donc la détention comme dit notre ami, la détention arbitraire est un luxe que de savoir une personne vivante est détenue. بالنسبة للاعتقال في تتفاوت التعذيب من سجن لآخر ومن فرع لآخر، ولكن في كثير من حالات الوفاة تحت التعذيب. السجون ما عادت بس هي السجون المعروفة، في أفرع المخابرات، في أقبية المؤسسات الرسمية، الوزارات،
الأدوار السفلية من حتى من أبنية الجرائد الحكومية. المدارس يتم تحويلها إلى معتقلات. يعني سوريا بشكل عام أصبح يعني بسبب عنف النظام واعتقال الكثير من السوريين لا يوجد هنالك أماكن محددة للاعتقال. بالنسبة للتعذيب يوجد pardon. Pour la torture, pardon. Pour la torture, on peut parler de degrés différents selon la prison, le lieu de détention où les gens sont emmenés. Les prisons ne sont plus celles qui étaient connues. Les prisons sont devenues des caves, des sièges de journaux locaux qui servent de lieux de détention. Il y a les écoles qui sont aussi les écoles sont devenues des lieux de détention. La violence est devenue monnaie courante en Syrie. يعني من كتر ما في براسي ما عم بقدر. في بشكل خاص بالتعذيب في أشكال من الموت غير معروفة بغير أماكن التعذيب. يعني في أشخاص شاهدوا معتقلين شاهدوا زملائهم عم يموتوا نتيجة الاختناق بسبب كثرة الأشخاص المعتقلين ضمن غرفة واحدة. ففي ناس بيموتوا لأنه هو مرض وما في أي شكل من أشكال العناية الطبية، حتى يعني مي ممكن ما تتوافر. يعني أسباب الوفاة تحت التعذيب مش دائما هي الضرب، مش دائما هي يعني لا يوجد ظروف إنسانية بالمطلق داخل المعتقلات بسوريا. Il y a plusieurs façons de mourir, mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils étouffent là où ils sont détenus, parce qu'il y a tellement de personnes dans les cellules que des personnes meurent étouffées. D'autres meurent parce qu'il n'y a pas de soins, parce qu'ils sont malades, qu'ils ne reçoivent pas de soins, qu'ils ne trouvent même pas à boire. Les causes de la mort ne sont pas toujours la violence physique, c'est-à-dire la torture, mais ça peut être d'une autre manière. بالنسبة للانتهاكات التانية اللي عم تصير بسوريا تبدأ بانتهاك بالحق بمعرفة ما يجري للاعتقال. بيتم مصادرة جميع المعلومات الموجودة داخل المنزل أو مكان العمل، مطالبة بكل مفاتيح الإيميل والفيسبوك وكل شيء، وصولا يعني بيشعر الواحد بسوريا بعد الاعتقال بأنه هو يعني في انتهاك كتير خطير مش بس لحقه بالحصول على المعلومة، لكل المعلومات اللي بيملكها. هذا خطير جدا. Il n'y a pas que ça comme violation, il y a aussi les personnes qui sont détenues durant l'enquête, quand ils commencent à leur poser des questions, ils leur posent des questions sur tout ce qui les concerne, même les choses privées, ils n'ont plus aucun droit. Et ils ont accès à votre téléphone, aux informations qui sont dans le téléphone. La personne n'a plus aucune intimité, aucune vie privée. هلا في المشاركين بتغطية الأحداث بسوريا في كتير صحفيين وناس في مطالبة من الخارج بحريتهم، ولكن هذا مش على طول عم يحميهم من تعذيب، ومش على طول بيحميهم من ظروف أسوأ بالاعتقال.
y a des personnes qui sont en détention, dont des journalistes, et le fait qu'on en parle d'eux à l'extérieur ne les protège pas forcément de la violence dans les lieux de détention. بالنسبة للسوريين المشاركين بالمظاهرات ممكن ما يعني ممكن لأسباب بسيطة جدا يتم نزع اعترافات منهم تحت التعذيب حول المشاركة بأعمال عنف، حول المشاركة بتسلح، إنه هن بينتموا لجماعات إرهابية مسلحة. كتير من الاعترافات بيتم انتزاعها تحت تعذيب وهي بتكون موافقة لرغبة المحقق أو الشخص اللي عم يقوم بالتعذيب وما إلها علاقة بأي شيء عم يصير على الأرض. Pour ceux qui participent dans les manifestations, on extorque des aveux sous la torture. On les fait dire ce qu'on veut, qu'ils portent des armes, qu'ils participent à des activités armées. On les fait dire ce qu'on veut. وباستمرار الثورة السورية لمدة سنتين انتقلنا بمراحل عديدة، منها التظاهر، منها بعدين مرحلة تكون ما يسمى بالجيش السوري الحر، وبعدين رجعت المظاهرات للثورة السورية، لأنه يعني بين السلمية وبين التسلح السوريين عم تتنوع الأساليب اللي بدهم فيها بالآخر إسقاط النظام اللي هو رغبة معظم السوريين. On est passé par plusieurs étapes depuis le début des événements en Syrie. On est passé de la manifestation. On est parlé de la manifestation pacifique jusqu'à la constitution de l'armée syrienne libre. Puis les gens ont repris les manifestations dans les rues. Mais en fin de compte, le but des Syriens, c'est faire tomber ce régime. أنا بدي أشكر وجودكم هون وأشكر منظمة الكرامة على هذا التقرير. أنا شخصيا كنت إحدى الحالات اللي تم توثيقها بهذا التقرير لسنة 2012، وكنت يومها قبل اعتقالي الثالث، كنت سعيدة جدا أني عم قدم شهادتي للتوثيق، لأنه هذا بشجع غيري من السوريين على توثيق هذا العنف اللي عم يمارس ضدهم. شكرا لك. Je tiens à vous remercier pour votre présence et je tiens à remercier Al-Karama qui a notamment documenté mon cas à ma 3e détention. Et je remercie Al-Karama pour son rapport 2012 dont j'étais l'un des cas. Et je veux qu'on continue à travailler pour qu'on arrête cette violence en Syrie. Merci beaucoup, donc je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter à part dire qu'on ne peut pas. On est tous d'accord qu'il faut qu'on trouve une solution à cette crise au plus vite et s'assurer que le respect des droits humains en Syrie soit complète et ne pas mettre de côté la question de l'impunité aussi. Je pense que ça sera une des clés de la sortie de la crise.